Bien le bonjour à tout le monde. Eh bien, l'école et la famille. Je vais essayer avec vous cet après-midi d'explorer un petit peu ce lien entre l'école et la famille. Mais pour cela, on va essayer d'exemplifier ensemble quelques moments clés de cette relation tumultueuse entre l'école et la famille. Comme vous le savez, il y a des rumeurs qui circulent depuis pas mal de temps, et je saisis l'occasion aujourd'hui pour vous annoncer la nouvelle. En venant d'ailleurs, je me demandais si j'allais vraiment l'annoncer clairement comme ça, vu les réactions qu'elle risque de susciter. Mais voilà, avec beaucoup de courage, ça y est. Je vais vous annoncer la nouvelle. Mes chers amis, le savoir n'est plus académique. Donc le savoir n'est plus académique, je ne sais pas. Bien. Quand le savoir n'est plus académique, ça veut dire qu'il est extramuros. Et s'il est extramuros, dites-moi un peu comment est-ce que je vais pousser mon adolescent pour aller à l'école. Ah oui, c'est vrai qu'aller à l'école reste quand même quelque chose de l'ordre de l'initiation. C'est vrai que nos adolescents, aujourd'hui, se trouvent dans une situation où c'est le seul lieu où ils sont en contact avec des adultes d'une manière obligatoire. Ils doivent se coltiner les adultes dans quelque chose qui est institué. Et dans l'idée, c'est de leur apprendre quelque chose pour devenir adultes. Et au bout de ce temps-là, eh bien, c'est leur donner l'accès, en tout cas, à une place dans le social. Voyons voir un peu si l'école parvient à faire ça. Et si aujourd'hui, l'école, elle est initiatrice de ce parcours. Comme vous le savez, l'école a un parcours quand même assez intéressant à reprendre depuis le début du siècle, depuis la Première Guerre mondiale, quand elle est devenue obligatoire. Et petit à petit, elle était dans une position auparavant d'un pouvoir absolu. Elle était légitime et elle avait le pouvoir. Elle a pris des enfants aux familles, elle les a pris aux familles pour les instruire. La famille vit, depuis cette époque-là, quand même quelque chose de frustrant. Parce qu'en fait, les enfants étaient une main-d'œuvre pour travailler, et l'école est venue les prendre pour les instruire, et donc les familles étaient en difficulté par rapport à ça. Il faut savoir quand même que les vacances d'été, c'était des vacances qui étaient prévues pour que les enfants puissent revenir dans les champs, travailler avec les familles. L'école avait un savoir absolu jusqu'au moment où, d'après Mérieux, dans les années 60, on a commencé, figurez-vous, sur une anecdote, c'est quand même extraordinaire, sur une petite anecdote. Finalement, est-ce qu'on apprend la lecture des enfants d'une manière globale ou analytique? Eh oui, l'école a hésité entre global, analytique, et puis les parents ont commencé à se demander un petit peu, mais finalement l'école n'a pas tout le savoir, elle doute, elle propose quand même des choses qui pédagogiquement peuvent ne pas tenir le coup. Eh oui, petit à petit, ces parents-là, après les méthodes analytiques ou globales, ils étaient eux-mêmes instruits. Il se fait que l'école, qui partait de l'idée d'un présupposé que les parents étaient quand même des ignorants et qu'en fait le seul détenteur du savoir était l'école, petit à petit, les parents rappliquent avec un savoir qu'eux-mêmes avaient déjà accumulé de leur propre école. Nous allons voir l'évolution de cette affaire-là, mais avant ça, juste un temps d'arrêt pour une histoire que ma grand-mère me racontait quand j'étais petit. Comme toutes les bonnes histoires, ça commence par « Et il était une fois ». Il était une fois l'histoire d'un roi qui se prenait pour le roi. En fait, c'était un fou, et il se faisait que ce fou était roi. En fait, c'était un roi qui pensait véritablement qu'il était roi. Autrement dit, quand il suait, il pensait que sa sueur était royale, que même quand il urinait ou qu'il déféquait, tous ses restes étaient royaux, et que même, je dirais que même quoi qu'il disait, quoi qu'il sortait de lui, avait un statut royal. En fait, même les défauts de son corps, même les petites mimiques qu'il faisait, il demandait à tous les peintres du royaume de venir les peindre pour les rendre à un statut royal. Et oui, et les peintres s'ingénuaient pour le rendre le plus beau, le plus magnifique possible. Il se fait que ce roi, imbu de lui-même, ne pensait qu'à lui-même, qu'à son propre narcissisme. Il se regardait dans le miroir jour et nuit. Il n'avait d'attention que pour lui-même. Il se pensait être le roi, donc il devait être le plus beau, le plus riche, le plus important du royaume. Il se faisait qu'un jour, alors qu'il était à cheval, il fait un accident et il tombe, et il perda l'usage de ses jambes. Oui,
En fait, il se faisait quand même qu'il aurait, pour marcher, dû avoir recours à des béquilles pour pouvoir un petit peu avancer, effectivement. Et donc, il s'embéquillait et il commençait un petit peu à essayer de marcher. Mais la frustration était tellement énorme de se rendre compte que lui, le roi, même s'il avait des béquilles qui étaient taillées en or avec plein d'incrustations, de pierres précieuses, magnifiques, lui, le roi, devait marcher avec des béquilles, alors que tout le reste du royaume, les gens marchaient normalement. Et il était tellement en colère, comme je vous le rappelle, qu'il était fou. Il a décrété du jour au lendemain que tout le monde devait être dans le même handicap, et que tout le royaume doit marcher avec des béquilles. Oui, tout le monde devait marcher avec des béquilles. Et la sentence était draconienne. Celui qui marche sans béquilles, il risque sa tête. L'histoire raconte que même la police a commencé à marcher avec des béquilles, et que même les quelques récalcitrants, de temps en temps, qui essayaient d'enlever leurs béquilles pour marcher librement, et donc qui couraient plus vite, il a fallu beaucoup d'entraînement à la police pour pouvoir rattraper les récalcitrants, évidemment. Mais évidemment, comme on leur coupait la tête publiquement, les mamans ont commencé un petit peu à s'inquiéter pour leurs enfants. Et ça a commencé par les mamans. Et les mamans ont commencé à apprendre très vite à leurs petits pour les protéger, pour essayer de conserver leur vie, à utiliser les béquilles pour marcher. On raconte que petit à petit, des usines et des usines dans le royaume commençaient à fleurir pour construire des béquilles. Petit à petit, tout le monde commence à marcher avec des béquilles. Tout le monde trouvait ça normal de marcher avec des béquilles. Que même petit à petit, quand il y avait un bébé qui était né, eh bien, ça en faisait partie des objets symboliques, des petites béquilles comme ça qu'on mettait dans une petite boîte à l'intention des gens pour leur annoncer que ça y est, il y a des béquilles nouvelles qui arrivent avec un bébé qui va peut-être les utiliser. Tout le monde marchait avec des béquilles. Une génération passe, 2 générations passent. Il paraît que ce roi a vécu pendant très longtemps. Enfin arrive le jour de sa mort. Ça y est, le roi est mort, ça y est. Eh bien, il n'y avait plus que les vieux qui se sont souvenus à sa mort qu'en fait, on marchait dans le temps sans béquilles. Et évidemment, ils essayaient d'enlever leurs béquilles pour marcher comme dans le temps, mais ils étaient tellement vieillards et tellement leur ossature ne tenait plus le coup qu'ils marchaient un petit peu dans tous les sens. Et oui, on les prenait pour des fous. Quelle idée de marcher sans béquilles. En plus, quelle allure. C'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est rigolo de marcher comme ça. Mais c'est absurde. Mais enfin, il faut reprendre les béquilles. Qu'est-ce qu'il leur prend de marcher sans les béquilles? Ils essayaient de dire, mais dans le temps, ça se passait comme ça. Vous savez, c'était un roi qui était fou, c'était juste le roi. Pas du tout. Tout le monde disait, c'est quand même beaucoup plus solide, des béquilles. On peut marcher quand même avec un appui. C'est quand même extraordinaire. C'est même l'invention la plus ingénieuse que l'humanité a eue que de donner des béquilles pour donner appui à ces 2 jambes qui sont tellement frêles. Si vous regardez notre ossature, elle est tellement frêle en bas, comment est-ce qu'elle peut tenir tout ce savoir qu'on a sur la tête? Et oui, des béquilles étaient nécessaires, tout le monde croyait ça. Juste un solide vieillard d'une montagne où il était solitaire. Lui, il était un résistant. Il vivait du temps du roi, et quand le roi avait décrété que tout le monde marchait avec des béquilles, lui, il avait dit « Jamais, ça ne passera pas par moi ». Et l'histoire raconte que de temps en temps, pour aller dans le village, il essayait de faire semblant de marcher avec des béquilles, mais en fait, il ne les a jamais utilisées. À la mort du roi, il jette ses béquilles au feu et il les brûle. Il arrive à la place du village, marchant comme d'habitude, lui qui n'avait pas perdu l'usage de ses jambes normalement. Voilà qu'il essaye de dire à tout le monde « Hé, réveillez-vous, regardez, on peut marcher sans béquilles. Mais oui, on marchait comme ça dans le temps. » Tout le monde était un petit peu méfiant, sauf les jeunes. Les jeunes trouvaient ça génial. « Ouais, on peut marcher comme ça, oh, sans les béquilles. Oh. » Ils essayaient. Et ils enlevaient leurs béquilles, ils essayaient de marcher, et ça y est, il y en a qui tombaient, il y en a qui se blessaient, il y en avait qui avaient des bleus de partout. La police intervenait en disant « Arrêtez, arrêtez, c'est dangereux. Hé, les jeunes, mais qu'est-ce qui vous prend? Vous enlevez vos béquilles, vous écoutez ce vieux fou. Reprenez vos béquilles, regardez bien, qu'est-ce qu'on va faire? Les hôpitaux vont être remplis d'écorchures, de machins. Arrêtez. » Le vieux retourna chez lui en haussant les épaules et en disant « Vous n'avez rien compris. » Mais il se fait que les jeunes trouvaient ça tellement mode, tellement moderne. C'est génial, pouvoir marcher sans les béquilles. Oh, que même, on peut danser autrement. Qu'en fait, quand on n'a plus les béquilles et qu'on marche comme ça, on a les mains libres pour peloter les filles. Ouh. En fait,
ils avaient trouvé qu'en fait, sans les béquilles, on marchait d'une manière complètement moderne. Tous les vieux trouvaient ça absurde que ces jeunes qui ont cette volonté, ils tapaient à la porte du vieillard et lui demandaient de leur apprendre à marcher comme ils marchaient depuis toujours. L'histoire raconte que ces jeunes ont appris petit à petit à marcher, à danser, à se promener sans béquilles. Et tout le monde les prenait pour des dangereux personnes qui pervertissaient la marche, pervertissaient les autres. Et oui, les jeunes étaient courageux. Ils trouvaient quand même que dans cette nouvelle mode de marcher et être in, être branché, se taper la main, tac, tout en marchant, tout en se donnant la main, marchant l'un contre l'autre, tout en se libérant pour avancer l'un vers l'autre, pour s'aimer, pour s'embrasser, pour faire 36 000 trucs. Tous les vieux les traitaient de fous. Tous les vieux leur demandaient « S'il vous plaît, reprenez vos béquilles ». L'histoire raconte que ces jeunes, avec beaucoup d'insistance et beaucoup de ténacité, ont tenu à marcher librement. Et l'histoire raconte que petit à petit, le royaume a retrouvé dans sa jeunesse un élan ancien, qui était l'élan de marcher comme vous et moi. Voyez-vous, marcher sans béquilles, traiter les jeunes de fous, traiter les comportements des jeunes comme absurdes, rester avec nos réflexes de voir le danger partout à propos de tout pour protéger les jeunes. Heureusement que les jeunes renouent parfois avec des forces extraordinaires qui nous dépassent tous et que du jour au lendemain nous apprennent des choses nouvelles sur nous-mêmes, sur notre histoire, sur notre royaume. Si aujourd'hui l'école fait crise, elle fait crise autour de technologies nouvelles qui arrivent et qui la confrontent à un savoir qui est différent. Michel Serres nous raconte tout simplement que ce n'est qu'une évolution, une étape parmi d'autres qui a déjà eu lieu. Première étape était le passage de l'oralité vers l'écrit, et qu'en fait, le fait d'écrire nous a libéré le cerveau pour faire autre chose, et puis ensuite l'imprimerie, et ainsi de suite. Et qu'aujourd'hui, peut-être, la technologie moderne, Internet, l'ordinateur, ce savoir qui se trouve comme une extériorisation de notre intelligence et de notre mémoire au niveau des ordinateurs, eh bien, ça va libérer d'une certaine manière quelque chose dont on va en faire quelque chose de positif. Il est positif dans son approche, mais je pense que, et je vais développer ça par la suite, il y a une attente du côté de l'école comme accompagnement de cette transition. Si l'école est en crise, c'est que tout simplement, aujourd'hui, l'école ne garantit plus deux choses qui étaient indispensables. Un, elle a perdu le pouvoir, qu'on peut traduire par la question de l'autorité, et de l'autre côté, elle a perdu quelque chose de sa légitimité de pouvoir, à un moment, donner accès dans la vie adulte, du côté du social, à un travail, à une indépendance. Force est de constater aujourd'hui que ça ne suit pas tout à fait. Et l'école se trouve coincée entre en amont, la famille et la transmission familiale, et puis de l'autre côté, le social, qu'elle veut relayer, et que le social est frileux. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, c'est difficile pour un jeune qui a terminé l'école, qui a envie d'apprendre quelque chose, et à la limite, même s'il a un diplôme, et même s'il a un travail, vous savez très bien que ceux parmi vous qui ont pensé faire quelques enfants, histoire de se dire, quand je serai vieux, ils seraient peut-être là pour un petit peu arrondir mes fins de mois, vous êtes bien trompés comme moi, et donc, en fait, on va passer notre vie à arrondir les fins de mois de nos propres enfants. Eh bien, voyez-vous, si aujourd'hui le social ne suit pas, c'est parce que tout simplement l'école, d'une certaine manière, tente de donner ce passage vers un social, et que ce social-là, il est en permanente mutation. Mais ce n'est pas le social qui m'intéresse, ce qui m'intéresse, c'est l'école. Voyons ensemble en quoi elle a perdu de l'autorité et de la légitimité. La première chose, c'est que tout simplement, prenons l'exemple de Steve, qui a son papa qui est prof de mathématiques à l'UCL ici, et qui va à l'école en deuxième secondaire. Steve, il revient à la maison avec un devoir en maths. Son papa passe par là et lui dit « Qu'est-ce que tu fais ?»« C'est mon devoir en maths. » Et alors, tu fais quoi pour le moment ? Je suis en train d'essayer de comprendre cette opération. Quoi ? Ton prof, il te donne cette opération-là ? Ça existe encore, mais il est complètement dingue.
c'est un truc de fou, quoi. Enfin, on ne fait plus ça comme ça. Et en plus, comment il te l'apprend comme ça? Mais pas du tout. C'est quoi cette démonstration? C'est comme si quelqu'un veut se gratter l'oreille dans ce sens-là. Enfin, on peut se gratter l'oreille direct. Regarde, si tu fais ça, tu arrives au même résultat. Non, non, mais c'est mon prof qui a dit qu'il faudrait quand même faire. Mais pas du tout, il est complètement dingue. Attends, passe-moi ton journal de classe, je vais lui écrire un petit mot, moi. Il ne sait pas à qui il a affaire. Ton prof, il se fait peut-être que lui-même, il était déjà étudiant chez moi. Et que peut-être je l'ai instruit moi-même. Je n'ai jamais instruit mes étudiants à faire des conneries pareilles. Attends, passe un petit peu. Cher monsieur, j'estime quand même que mon fils ne doit pas faire ses devoirs de maths de cette manière-là. D'autres méthodes sont tout à fait possibles. Remettez-vous un petit peu au travail. Il y a modernisez un petit peu votre enseignement, s'il vous plaît. Signé le papa de Steve. Eh bien, aujourd'hui, quand vous avez les parents qui disqualifient constamment l'école, l'institution, pas seulement l'école d'ailleurs, quand vous avez un papa qui roule à du 160 à l'heure sur l'autoroute, et vous avez son fils qui lui dit pas « t'es à 160 », je m'emmerde, j'emmerde, le radar, la police. Le fils lui dit pas, calme-toi un peu. Je dis, ça va, on va y arriver, il n'y a pas de problème. J'emmerde. D'accord. Mais qui m'envoie? Tout à fait, voilà. Et donc, quand vous avez un père qui est comme ça, et puis ensuite, on demande à ce fiston d'aller à l'école et d'être obéissant, de suivre un petit peu ce qu'on attend de lui, eh bien, c'est un petit peu difficile quand vous avez un père qui passe son temps à dire « j'emmerde les institutions ». Eh bien, force est de constater que la légitimité de l'école, elle est difficile à partir du moment où elle délivre une initiation avec un diplôme qui, d'une certaine manière, tarde à donner ses effets. Et les adolescents sont extrêmement frustrés par rapport à cette question-là. Nous n'avons jamais cessé, nous autres les psychologues, de demander aux adolescents et aux parents de prendre distance les uns vis-à-vis des autres pour grandir et trouver leur indépendance. Force est de constater que plus on a dit ça, plus on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de place à ça, que le social ne donne pas une place à ces jeunes pour pouvoir vraiment se lancer dans une indépendance. Aujourd'hui, c'est quasi impossible, à l'âge de 20 ans, 21 ans, de pouvoir être indépendant et de vivre une vie indépendante des parents. Vous le savez très très bien, d'autant plus avec des familles séparées. La voiture de maman devient la voiture de l'adolescent, donc il y a juste la maman qui a le nom qui dit que c'est sa voiture, elle remplit juste l'essence, et puis tout le reste, c'est lui qui s'en occupe. Dites-moi une raison de quitter ses parents quand vous avez votre lessive qui est faite, quand vous avez le repas qui est déjà prêt, que quand les adolescents sont en examen, même le papa, s'il rentre à la maison, tout le monde lui tombe dessus en lui disant « chut, pas de bruit !» et que ça sent super fort le poisson pour les neurones du petit. Voilà. On mange beaucoup de poissons pendant les retraites et pendant le fait d'étudier. Et quand vous avez ces ersatz d'êtres humains qui descendent tant bien que mal avachis à moitié, sortant de leur torpeur à peine, demandant un peu ce qui se passe, qui s'installent dans le meilleur fauteuil du salon, avec la télé allumée, l'iPad allumé, le GSM allumé. Et en fait, c'est comme des pilotes sur un poste, sur le poste de commande. Ils pilotent un avion. En fait, ils ne sont pas parmi nous, ils sont dans un autre monde. Et en fait, ils passent dans des boutons de l'un à l'autre pour pouvoir essayer de cerner un petit peu le sens de leur vie et la direction dans laquelle ils veulent y aller. Eh bien, quand vous avez ces adolescents-là qui sont là et qui traînent, parce qu'imaginez un adolescent qui, à l'âge de 18 ans, dit « Bah, j'ai une bonne nouvelle pour toi, je vais faire médecine. » Oh putain, merde. Oh, médecine. Oh là, j'en ai pour 8 ans avec toi. Enfin, si tu doubles pas, en plus, vu tes connaissances, franchement, et de la manière dont tu t'appliques dans tes études, j'en ai peut-être pour 16 ans. Enfin, on ne sait jamais. Et puis, à peine, tu arrives au bout de 16 ans à être médecin. Si tu viens avec une annonce genre « je t'annonce la bonne nouvelle, je vais faire une spécialisation ». Alors là, on est mal barré. Eh bien, voyez-vous, cette légitimité des adolescents de pouvoir trouver une place dans le social qui tarde, bah, tout à coup coince les choses du côté de la famille et coince les choses du côté de l'école. L'école, d'une certaine manière, aux yeux de nos adolescents, perd petit à petit de cette légitimité, de cette autorité. De l'autre côté, si je prends les choses du côté de la famille, la famille, elle est en mutation permanente. Et comme vous le savez, une des choses importantes qui est venue chambouler complètement la famille, dont on dit peu, enfin je ne sais pas pourquoi on le parle très peu, mais c'est la question quand même de la contraception. C'est quand même extraordinaire. Depuis la contraception, finalement, on a commencé à se dire, finalement, on peut avoir du plaisir sans vouloir nécessairement avoir des enfants.
et qu'on peut maîtriser cette affaire-là. Eh bien, depuis ce temps-là, petit à petit, on a commencé à se dire, mais on peut maîtriser le fait d'avoir des enfants ou pas, mais de ne pas renoncer au plaisir. Le problème, qui n'était pas attendu, c'est que les hommes, en fait, ils étaient fort mal pris là-dedans. Mal pris pourquoi? Mais parce que, enfin, je ne vous l'annonce pas, c'est entre nous, enfin, je veux dire, j'espère qu'il n'y a pas, enfin, on est entre nous, quoi. Je veux dire, les hommes, il a fallu qu'ils assurent à ce moment-là. Parce qu'en fait, dans le temps, il suffisait juste de voir derrière un homme et sa femme combien d'enfants il y a pour que monsieur dise, voilà, t'as vu, j'assure. Il n'y a plus qu'à voir, t'as vu. Mais à partir du moment où le plaisir était pour le plaisir, et qu'en fait, il n'y avait plus la ribambelle d'enfants qui suivent, il a fallu assurer au lit. Et donc, à un moment, plein de réflexes nouveaux revenaient chez les hommes. Je ne sais pas si vous êtes au courant, en fait, je suis sexologue par ailleurs, mais je le dis très peu. J'ai des consultations quand même qui ont beaucoup augmenté avec l'éjaculation précoce, des difficultés d'érection, des machins de cet ordre-là. Ce qui fait que les hommes, à un moment, n'ont pas de cesse que de vérifier leur puissance sexuelle. Et en fait, ils sont en quête de tenter, d'une certaine manière, de rattraper toute l'évolution féminine, alors qu'eux, ils sont restés Cro-Magnons depuis je ne sais pas combien de temps. Et il a fallu rattraper ça en une génération. Mais c'est terrible. Quand un homme arrivait à ma consultation en disant « je suis éjaculateur précoce », comme si c'était un éjaculateur précoce sur pattes. C'est comme si lui-même, son identité, c'est « bonjour, je suis éjaculateur précoce, et toi, comment ça va ?» C'est comme s'il n'était plus homme, il était un éjaculateur précoce sur pied. Eh bien, quand je lui disais « mais monsieur, vous êtes en bonne santé !» Mais quelle bonne santé! Parce qu'en fait, dans le temps, du temps de Cro-Magnon, il fallait faire vite, hein, parce qu'il y avait quand même... Enfin, il y avait la forêt, il y avait des dangers, il y avait des choses très, très dangereuses. Il fallait faire vite, vite, vite. Et en fait, plus un homme faisait vite, plus il était puissant, évidemment. Mais aujourd'hui, voyez-vous, ça a quand même changé. C'est-à-dire que la forêt, c'est devenu une chambre où il y a quand même un peu de chauffage. Voilà. On met une bougie, un peu romantique, quoi. Voilà. Et donc, quand à un moment ça va vite, c'est plutôt sa femme qui lui dit « mais écoute, il n'y a pas de lion, il n'y a pas de tigre, hein, tu risques pas grand-chose, enfin, je veux dire, tu peux attendre un petit peu. » Voilà. Ben, voyez-vous, les hommes sont fortement mis en question dans l'intimité la plus profonde. Et petit à petit, dans leur rôle d'homme, de masculin, d'être père aussi à leur tour, d'autant plus qu'aujourd'hui, il n'y a que des femmes qui ont expliqué aux hommes comment être père. Alors si ça, ce n'est pas vraiment une crise du côté du monde des hommes, je ne sais pas ce que c'est. Vous savez, quand les hommes, ils ont leur femme qui est enceinte, comme ils lisent rien, généralement c'est leur femme qui leur glisse du Pernod, Laurence Pernaut, vous connaissez? C'est le classique. Qui leur glisse un peu de Françoise Dolto. Voilà. En fait, tous des psychologues en haut, pour qu'ils lisent quelque chose à propos de leur devenir père. Et ce qui est dingue, c'est que c'est des psychologues féminins qui expliquent aux hommes ce que c'est être un homme père pour asseoir son autorité de père et son apport paternel par rapport aux enfants. C'est quand même extraordinaire. Quand on réunit les hommes ensemble et on leur demande un petit peu, finalement, c'est quoi être père pour vous? Vous voyez, la crise, elle est jusqu'où? Les hommes ont une représentation, si je vous l'ai dit, vous n'en revenez pas. Hein. Je ne suis pas sûr que je vais le dire quand même cet après-midi, vous allez faire des cauchemars. Hein. Bon, tant pis, je vous le dis, hein, mais franchement, c'est terrible. Eux, ils pensent, la représentation qu'ils ont en tête, c'est qu'ils ont une hache, ils attendent que le bébé arrive pour couper dans le tas. En fait, eux, ils pensent qu'il faut séparer le bébé de sa mère. C'est ça leur job. Vous imaginez, les hommes pensent que leur job, c'est ce qu'ils ont lu de Dolto, de Pernod, de tous les hauts. Il leur a dit, ton rôle, c'est de séparer le bébé de sa mère. D'ailleurs, on les a invités dans les maternités à venir, à attendre le moment propice où le bébé arrive, et on leur donne l'objet qui va inaugurer leur carrière de père. Et le tremblement des pères de ne pas couper au bon endroit, de ne pas savoir ce qu'il faut faire. Voilà. Mais donc, le père est réduit à ça, coupé. Je veux dire, on a oublié quand même que le père est un agent de lien. C'est d'abord lui qui garantit le lien. En fait, il garantit le lien, il garantit justement le lien à un tel point qu'il dit justement à la maman et au bébé, mais quiconque veut l'entendre seulement, pas seulement la maman et le bébé, n'importe qui. Si vous voulez refusionner ensemble, gare à vous, j'interviens. C'est ça, être tiers. En fait, je garantis le lien, mais dans des limites. C'est les limites qu'il doit apporter. Eh bien, les hommes, aujourd'hui, dans la reconfiguration familiale nouvelle, je ne sais pas si vous êtes au courant, Madame Blay l'a dit ce matin, quand même, il y a 20% de familles monoparentales, et elle a dit la majorité, c'est plutôt des femmes qui assurent. Et c'est vrai, dans notre consultation, c'est quasi journalier.
des femmes qui veulent rendre leur fiston un homme. Elles viennent nous demander en psycho. D'ailleurs, parfois, ces femmes nous consultent parce qu'on est un homme. C'est-à-dire, c'est pas rare d'avoir un coup de fil. Bonjour monsieur, voilà, il paraît que vous êtes psychologue. Oui, oui, je travaille de cette manière. Non, je m'en fous, c'est pas votre manière de travailler. Mais c'est-à-dire que j'ai fait tel parcours. Non, non, pas du tout. Mais j'ai mon diplôme peut-être. Non, non, pas du tout. En fait, pourquoi vous venez chez moi? Mais parce que vous êtes un homme. Et que j'ai un fiston. Je voudrais qu'il rencontre un homme. En fait, les hommes manquent tellement que même les psys doivent remplir un rôle comme ça, quasi paternel. Mais même, vous avez l'inverse. Vous avez même des mamans qui arrivent parfois et qui disent « je ne comprends pas ». On dit « mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas ?»« Mais mon fils, il a grandi, je veux le rendre un homme, il est récalcitrant. » En fait, c'est des mamans qui pensent vraiment qu'elles vont rendre leur fiston un homme. Quand on leur dit tout simplement « mais vous avez fait de votre mieux, vous avez fait de lui un grand garçon. Mais maintenant, pour être un homme, ça c'est une autre affaire. » Et peut-être ce n'est pas toujours facile pour une maman de rendre son fiston un homme. Mais quand les mamans nous disent « oui, moi je suis prête à passer la main », il n'y a personne qui la prend. Mais il est où celui qui doit la prendre? Il s'est taillé avec une plus jeune, plutôt 15 ans plus jeune que lui, donc c'est un peu difficile. D'ailleurs, c'est la majorité des situations. Les mamans se retrouvent seules après une séparation, c'est les papas qui sont très vite en lien avec quelqu'un de plus jeune. C'est une constante, si vous regardez autour de vous, je vous assure. La famille est en crise. Mais donc ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire que les adolescents dans le temps faisaient leur crise à l'intérieur de la famille. Ils avaient papa, maman, et les frères et les sœurs, et puis le papa était bien là, la maman elle était bien là, on pouvait criser. On pouvait criser, voilà. Et en plus ils étaient à deux, donc ils étaient plus forts, allez, on peut y aller. Et ce fait que comme la famille est en crise, petit à petit les adolescents commencent à se dire, oula, c'est plutôt le lieu douillet de confort en fait. C'est là que je peux m'installer dans le salon, c'est là que j'ai du poisson. Et en fait, j'ai ma petite copine dont on a arrangé dans la chambre pour qu'elle puisse venir dormir tous les jours à la maison, comme si on vivait en couple, d'une certaine manière. Voilà. Et c'est maman qui amène les croissants le matin. Voilà, c'est gentil. Voilà. Mais donc, comme c'est devenu douillet, il n'y avait plus moyen vraiment de faire crise dans la famille. Du coup, il a fallu faire crise quand même quelque part. Donc, ils sont sortis dans le social pour faire crise. Quand ils ont rencontré dans le social ce qu'on a fait de leur crise, mais c'est terrible. Vous vous rendez compte qu'il y a des ingénieurs qui sont complètement malades, qui ont pensé, dans les coins de rue, mettre un signal qui émet à une certaine fréquence que s'il y a un rassemblement de jeunes, ça les fait fuir. En fait, c'est un sifflement qui se fait dans les oreilles qui fait que les jeunes ne peuvent pas rester sur place. Vous vous rendez compte que même les jeunes, investir le lieu du social est quasi... ça fait peur à tout le monde. Et donc, la seule possibilité encore pour les jeunes de faire crise, vous êtes avec moi? La seule possibilité encore pour les jeunes de faire crise, c'est à l'école. Tenez le coup. Mon idée, c'est que l'école, c'est le dernier rempart. En fait, si l'école cède, je ne sais pas ce qui va se passer après. En fait, si, j'ai une petite idée. En fait, je vais, avec vous, maintenant, pousser à l'absurde cette idée. En fait, on n'arrête pas de parler le lien entre l'école et la famille, comment les relier ensemble, comment trouver de... Eh bien, moi, je vais pousser à l'absurde le fait qu'elle ne se relie pas du tout. Que si l'une ou l'autre décrète que l'autre, c'est fini, une bonne fois pour toutes. Essayons de voir un peu, tiens, quelles sont les conséquences? C'est un imaginaire qui sort un petit peu de ma tête. Vous savez, je suis psy, donc on est un peu tordu, donc on pense des choses un peu... On entend tellement des choses horribles. Soyez indulgents. Donc à un moment, on a des pensées un peu pareilles, comme ça, qui nous viennent à l'esprit. Eh bien, voilà de mon esprit ce qu'il en est sorti quand j'ai pensé un petit peu si on décrétait que l'école est finie ou si on décrétait que les familles étaient vraiment nulles et non avenues, et donc qu'on invite en tout cas à prendre ses responsabilités autrement. Si je suis un ministre de l'école, j'ai appelé ça un ministre de l'école, voilà, je suis un ministre de l'école et j'ai une annonce à vous faire. Mesdames et messieurs, je suis votre nouveau ministre de l'école et vu que franchement nos taux de réussite à l'école sont médiocres, vu l'état de délabrement de nos écoles, vu le mécontentement général, je dirais même généralisé, à propos du monde éducatif, vu que la crise est là et que j'ai vraiment des maigres budgets pour vous booster, vu que, quoi que je décide, soit les familles ne sont pas contentes, soit vous êtes dans les rues en train de rouspéter, vu enfin que tout le monde en a marre des décrets, eh ben,
j'ai décrété que ça sera le dernier des décrets. Mes chers amis, je vous annonce avec un grand plaisir la dissolution de l'école. Je vous annonce que l'école est finie. Quand je dis finie, fini, basta, terminé, l'école, on la jette à la poubelle. Voilà, mais quand on ramène ces adolescents et ces jeunes à leurs parents, ok, ils rouspètent tout le temps et ils disent que le savoir, il est partout, sur Internet, sur partout. Mais alors, ok, pourquoi est-ce qu'on dépense autant d'argent et qu'on mette des bâtiments mais pourquoi? Je démissionne et je dissous l'école avant ma démission et puis je vous souhaite vraiment, 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 de tout cœur, vraiment, un bon avenir. Au revoir, que dis-je? Adieu. Démerdez-vous. L'école est terminée. Voyons un temps plus tard sur un blog, sur Internet, les réactions des adultes et des adolescents suite à cette annonce de « l'école est terminée ». Regardons ensemble ces textes et voyons un tout petit peu ce que les adolescents, pour commencer, les ados, qu'est-ce qu'ils pensent si à un moment on leur disait « l'école est terminée ». Donc je suis allé sur un site qui est un blog de conversation entre ados, donc c'est maintenant qu'il faudrait le texte, de conversation entre ados, pour voir sur un blog entre ados, qu'est-ce qu'ils vont se dire. Oula, c'est petit. Alors, Laetitia, qui a 14 ans, je vais vous lire. Hein. Laetitia, qui a 14 ans, qu'est-ce qu'elle dit? Lol, lol, smiley, 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 ça c'est les 3 smileys, ok? Je kiffe trop le ministre. Oh, vive la liberté. Ah, Jonathan, qui a 16 ans. Enfin, sortir ne sera plus réservé que pour le week-end. On pourra faire la teuf toute la semaine. Steve, 15 ans et demi. Ouais, et on peut même taffer de la bœuf quand on veut. Smiley, smiley, smiley. Stéphanie, 17 ans, tout juste. Lol. Moi, je ne vais pas regretter les toilettes de l'école. Smiley, 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 smiley. Grégoire, âge mûr. Si on ne peut même pas glander à l'école, mais qu'est-ce qu'on va faire? Christina, c'est chelou ça. C'est chez quoi cette affaire-là? Chez K, c'est caché. Hein, voilà, c'était juste. Adrien, qui a 13 ans. Mais comment je vais faire avec mes vioques tout le temps? Les vioques, c'est les vieux. Hein. On est bien d'accord. Jordan, qui a 24 ans. 24 ans. Lui, il était à 2 doigts. Il dit merde, j'étais à 2 doigts d'avoir mon diplôme, enfin. Doudou la sous-mur, lui, il a dit eh oh, j'arrête Marie Latine, vite fait, bien fait. Classe de 2e de Mont-Lassard. On va vous regretter, Madame Gilberte. Eh, c'est une blague, lol. Le groupe Carpe Diem. Eh oh, les gars, c'est la fin. TKT, ça veut dire t'inquiète. Fini le bulletin scolaire, fini le journal de classe, les devoirs, la sonnerie, la récré, Monsieur Fuchs. Ah, smiley, 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 smiley. Astrid de Patoul de Salvini nous écrit « Mes parents ont déjà une idée. Ils vont m'inscrire dans un collège en Angleterre, style Poudlard School, bientôt. » Voilà les ados et leur première réaction sur un blog quand on annonce que l'école est finie. Voyons un blog d'adultes, c'est peut-être leurs parents. Qu'est-ce qu'ils conversent ensemble à propos de « l'école est terminée ». Alors, Antoine de Maldinet. Mais comment je vais faire toute l'année avec mes enfants à la maison? Et en plus, j'ai prévu des travaux, la maison va être en travaux, en chantier. Salim de Bruxelles. J'ai trouvé un site pour divers apprentissages, www.je-sais-tout.be. Café Philo de Namur. Il n'y aura plus le temps pour du collectif. Alors comment est-ce qu'on va se distraire ou pouvoir, soit ça sera le collectif pour se distraire ou alors pour transgresser. Mamadou de Liège. Il n'y a déjà plus d'initiation traditionnelle. Il restait l'école. En la supprimant, on commande le reste d'initiation, on condamne le reste de l'initiation moderne. Bénédicte, qui est maman seule, de Stavelot. Et comment va-t-on faire avec les ados déchaînés? Plus de profs, plus de directeurs, plus d'éducateurs.
et l'autorité. Association des médecins prescripteurs. Ça, j'aime bien, ça. Ça, c'est mon petit clin d'œil, ça. Hein. Des médecins prescripteurs. Enfin, c'est fini les certifs pour justifier les absences à l'école. Alexandre le Bienheureux. Au diable les PMS, les profs particuliers, les voyages scolaires, les spectacles de fin d'année, les réunions pédagogiques. Je suis crevé, rien que d'y penser. Jean, Psy sans frontières. Enfin, on va comprendre, enfin, que les troubles de l'attention, la phobie scolaire, l'hyperactivité et les autres maladies qu'on prétend sont que des inventions au service d'une école sclérosée. Association pour la dignité des parents, restons dignes. Donc voilà les réactions une fois que l'école est décrétée terminée, une bonne fois pour toutes. Allons voir du côté de la famille et essayons de voir si on décrète le contraire, qu'est-ce qui se passerait? Vous êtes d'accord? Allons voir. Mesdames et messieurs, je suis votre nouveau ministre de la Famille. Vu que franchement, mais alors franchement, les familles n'assurent plus l'éducation de leurs enfants, vu l'état de délabrement du lien social, visez mon regard, vu le mécontentement général du monde associatif à l'égard de la famille, vu la crise du modèle classique de la famille, vu qu'il n'y a plus de modèle, que la famille se décompose, se recompose, se récompose, se décompose, se recompose, se décompose, vu qu'aujourd'hui, pas mal de nos enfants ont eu recours à des institutions pour les éduquer, et qu'en plus, on commence à me charger, à éduquer, les parents pour commencer à éduquer. Alors, vu enfin que, quoi que je décide, personne ne sera content, je décrète fermement que les écoles seront désormais les lieux de vie. Tout enfant en âge scolaire sera confié à nos écoles, qui seront des lieux de vie internes. On les appellera CIH, Centre d'instruction et d'hébergement. Des écoles à qui on confierait la garde de vos enfants. Quant à vous, vous aurez la garde de vos enfants un week-end sur 2 et la moitié des vacances, bien sûr. Quand on a annoncé que les ados et les enfants vont se retrouver dans des CIH, mais mes amis, tout le monde croyait que les parents vont être beaucoup plus disponibles, tristes à l'idée que leurs enfants ne sont plus là, attristés que comment est-ce qu'on va faire, et mon petit, que je ne le vois plus qu'un week-end sur 2. En fait, mais pas du tout. Mais en fait, pas du tout. En fait, le monde est étonné. Il y a même des notes secrètes à l'intérieur du ministère de l'Éducation et le ministère de la Famille et aussi le ministère de la Santé qui racontaient qu'on a vu quand même que petit à petit, il y a de moins en moins de consommation d'antidépresseurs du côté des adultes. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, ils devaient être tristes, mais pas du tout. En fait, on s'est rendu compte que c'est nos adolescents qui nous contrôlaient. En fait, les parents commencent à s'habiller comme ils veulent. Vous êtes au courant que, en fait, si vous achetez quelque chose, vous avez un adolescent, et que vous lui montrez ce que vous avez acheté, ou que vous ne voulez pas montrer, vous rentrez discrètement. Mais il vous a vu, trop tard. Il vous dit, montre ce que tu as acheté. Non, 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 mais si, montre ce que tu as acheté. Et que vous osez lui montrer ce que vous avez acheté. Et quand vous voyez son regard horrifié, vous vous dites, non, de chien, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais comment est-ce que j'ai pu oser acheter un truc pareil? Qu'est-ce que je vais en faire? Il dit, une loque peut-être pour nettoyer la maison, ce sera peut-être pas. On s'est rendu compte que les parents commencent à faire l'amour. Et en fait, ils criaient dans les maisons, « Tranquillou, ouais, ça y est !» Ils jouissaient en plein poumon. Là où avant, les ados, ils étaient là, c'est plutôt les ados qui étaient plein poumon. Et que les parents disaient, « Je ne sais pas ce que j'entends, mais il y a des choses... » Vous savez qu'on est dans une culture de J-Proc, hein, je ne vais pas revenir là-dessus. Ça, c'est la culture du J-Proc, en fait. Donc on pense isoler, donc en fait toutes les familles belges, elles isolent avec du J-Proc. Ça isole de la vue, mais ça n'isole pas du... Et donc, les parents commencent à s'époumoner sexuellement. En fait, ils commencent à sortir tous les soirs. Ils n'ont plus d'horaire. Nous, on pensait qu'en fait, le matin, ils auraient le temps pour aller à leur travail, alors qu'auparavant, il fallait conduire les ersatz d'êtres humains qui sont là, qui attendent à la dernière minute, qui nous mettaient toujours en retard.
Donc on pensait qu'ils allaient enfin être à l'heure, mais pas du tout en fait. Ils faisaient la teuf toute la nuit pour le lendemain dire « Oh merde, je n'ai plus de repères dans le temps, moi, je comprends plus rien. » Alors, les sorties, les machins, en fait, c'est les parents qui commencent à retrouver une adolescence géniale. Et ils vont danser, ils vont faire 36 000 choses qu'en fait, on n'aurait jamais imaginées. Bien sûr, ils pensaient à leurs enfants, de les retrouver, mais oh combien ils étaient contents, parce qu'ils étaient éduqués dans des CIH, et que donc cette éducation, elle était prise en charge, donc eux, ils n'avaient plus à faire que de donner un peu d'amour. C'est d'ailleurs à ça qu'ils servent, non? Eh bien, voyez-vous l'impact de cette affaire-là? Une annonce que l'école est finie, une annonce, c'est la famille qui est finie. Allons dans un cabinet d'un psychologue et voyons un petit peu, suite à ces annonces, quel type de consultation on aura. Vous voulez? Allons-y. C'est à moi? Oui, bonjour, je m'appelle Stéphanie. Bonjour, vous êtes le psy? Ah oui. Oh, vous êtes grand. Mais donc, voilà, mais donc en fait, je viens vous voir, ça ne va pas du tout. Mais oui, on va s'installer. Oui, merci. Ici? Oui, d'accord, je vais m'installer. Donc voilà. Vous savez, je ne vous regarde pas, hein, j'ai un strabisme, donc je regarde par là. Mais donc, voilà. Mais donc, enfin, je m'appelle Stéphanie. En fait, j'ai un fiston, c'est Steve. Il a 16 ans et j'ai des difficultés pour le moment. Quoi comme difficulté, mais vous savez, en fait, depuis qu'ils ont annoncé que l'école est terminée, ben, il est là dans sa chambre, il est là, il ne bouge plus en fait, et il commence à avoir des comportements un peu bizarres, mais enfin, je ne sais pas comment expliquer. La consultation, ça se passe comment en fait? On parle, voilà, je raconte ce que je veux, ah oui d'accord, mais comment? Son père, son père, il est parti avec une plus jeune, 15 ans plus jeune, et voilà, il est en France, oui. Et donc, en fait, oui, non. Donc le problème, c'est que, en fait, donc comme l'école est finie, je suis allé sur Internet, comme la plupart des parents, et je suis tombé sur un super programme. Au début, attendez, je suis ému. Au début, c'était un super programme, ça s'appelait Coaching on Cloud. Donc je trouvais que c'était prometteur. C'était des coachs qui étaient en l'air, en fait. Donc ils pouvaient être là, le surveiller et puis le contenir. Donc Coaching on Cloud, j'ai souscrit, j'ai payé, j'ai signé, c'était génial. C'était génial. Oula, oui, je vais me calmer, vous comprenez ce qui se passe, hein, je vais vous dire ce qui se passe, parce que, en fait, Coaching on Cloud, ils ont demandé qu'on fasse une application complémentaire au programme. Et l'application, c'est Watching All the Time. Ça veut dire, en fait, on est sur surveillance tout le temps. En fait, on a rajouté 2 ou 3 caméras, parce que Coaching on Cloud voulait surveiller tout ce qui se passait dans la maison. Et donc, en fait, tous mes ordinateurs sont contrôlés. Enfin, tout est vu de partout. Et en fait, Steve... Il commence à avoir des comportements bizarres, donc il commence à chronométrer tout. En fait, vous savez, je vais aux toilettes, il chronomètre. Quand je vais aux toilettes, on va à table, il chronomètre. Je sors pour aller travailler. C'est vrai que j'ai un temps plein et demi. J'ai un temps plein et demi, donc je travaille dans une banque. Et puis la nuit, je travaille aussi. Mais donc, je travaille tout le temps. Et donc, il chronomètre tout. Il chronomètre tout ce que je fais. Voilà, il chronomètre. Et il ne bouge plus. En fait, coaching en cloud, bon, je pensais qu'ils allaient le coacher, mais il est scotché plutôt sur son ordi. Il ne bouge plus. Et en fait, comme il a des comportements bizarres, je ne sais pas quoi faire avec lui. Donc j'ai essayé, bien sûr, vous comprenez. Mais enfin, comment est-ce que vous pouvez poser cette question-là? Bien sûr, j'ai essayé de rentrer, mais vous pouvez rentrer en contact avec des clouds? Voilà. C'était un jour nuageux, je croyais qu'il y avait plein de clouds, mais en fait, il n'y avait personne. Il n'y a personne qui répond à ce truc. Non, on est tout le temps sous surveillance. Si je viens vous voir, c'est parce qu'en fait, après mon boulot, quand je sors de mon boulot, j'ai de moins en moins envie d'aller à la maison. Donc, je vais à ce qu'on appelle des after-work. Vous connaissez after-work? Yeah. After-work, et donc, en fait, ça dépend de la situation. Donc, si vous êtes célibataire, vous prenez 3 ou 4 verres d'alcool avec d'autres gens. Si vous êtes plutôt accompagné, prenez un verre, vous rentrez chez vous. Si vous êtes très très malheureux et pas bien comme moi, bah là, ça peut aller jusqu'à 7-8 verres même. Et donc je rentre à la maison, j'ai l'impression de sombrer dans l'alcool. Moi, je suis en dépression, c'est pas possible, il va falloir m'aider. La fois prochaine, oui, avec Steve. D'accord, donc je viens avec Steve. Je vais essayer, hein, c'est pas... Et vous pensez qu'il faut rien faire en attendant? Non? Oui, c'est Cloud, ah oui, d'accord.
Merci, mais donc à la fois prochaine. Merci, merci. Au revoir. Voilà une consultation. La deuxième va arriver. Voyons de l'autre côté une autre consultation. Bonjour, Monsieur Van den Berg, ouais, directeur d'un CIH. Nous avons une troupe de 1000 individus. Voilà. Nous avons divisé l'institution en 2 parties. Nous avons des instructeurs pédagogiques et des instructeurs citoyens. Donc, on s'occupe de la citoyenneté, bien sûr. Donc, ça, c'est de l'autre côté. Le problème, c'est-à-dire que... Comment vous expliquer ça? On donne des ordres, mais ça ne s'exécute pas tout à fait. En fait, on a des conseils, des réunions, en fait, on essaye de décider quelque chose. Et donc, pendant qu'on essaie de décider quelque chose, en fait, il y a les instructeurs citoyens, qui, eux, sont plus proches un petit peu des enfants, que les familles ont dû nous céder, en fait. Eh bien, en fait, eux, comme ils écoutent les enfants, à chaque conseil, ils ont un droit de veto. Et donc, ils disent, ça, on ne peut pas décider à propos de cet enfant. Et quand on dit, mais pourquoi? Ils disent, c'est secret. Mais donc, en fait, on ne peut pas décider des choses qui sont tout à fait secrètes. Et donc, il y a une division comme ça dans mes équipes. Enfin, je ne vais pas vous embêter avec ça, ce n'est pas ça qui me fait venir chez vous. Oui, je vais m'asseoir, merci. Oui. Et donc, comme je vous disais, en fait, le problème qui m'amène ici, c'est qu'il y a une tension très forte dans mon équipe entre les 2 instances, et j'ai reçu une lettre anonyme dernièrement, et ça a mis le feu aux poudres. Je vais vous la lire. C'est un individu d'une troupe, enfin, je ne vais pas vous la citer, qui m'a écrit. Monsieur le directeur, chef! Je vous écris pour vous informer que Madame Pythagore accueille chez elle le week-end certains élèves. Pythagore, c'est la prof de maths. C'est dégueulasse. Pourquoi ce sont toujours les mêmes qui sont choisis, alors que Madame Mendeleïev, prof de chimie, elle refuse en disant que c'est interdit. Pourtant, ce serait bien que ceux qui ont des problèmes en chimie, pourquoi ce sont toujours les mêmes qui ont des problèmes en maths et qui sont toujours privilégiés? PS, je suis en code 4. Oui, vous ne savez pas? Ah, mais parce que dans nos CIH, les enfants sont répartis en 5 codes. Donc il y a le code 1, 2, 3, 4, 5. Et donc lui, il fait partie du code 4. C'est quoi les codes? Le code 1, c'est une semaine sur 2. Comme le week-end, ils doivent rentrer à la maison. Les parents sont ensemble. Code 2, c'est les parents sont séparés, mais alternativement. Code 3, il y en a un qui accueille l'enfant, l'autre ne veut plus. Code 4, c'est les 2 qui ne l'accueillent plus. Code 5, on ne sait pas où sont les parents. Et donc, en fait, il est en code 4, et donc j'ai mené mon enquête, et effectivement, je trouvais quand même que, en fait, les instructeurs citoyens chez moi, ils ont eux-mêmes des enfants, et comme on les a enlevés les enfants, ils craquent, enfin, je ne sais pas ce qui se passe, ils n'arrivent plus à se tenir, quoi. Ils prennent les jeunes chez eux le week-end, et tout ça en catimini, alors que c'est interdit par la règle. Voilà, et donc j'ai un problème grave, je vous assure, j'en mène pas large. Je vais essayer peut-être, oui, la fois prochaine, oui, Ah oui, d'accord. Et donc je reviendrai avec une proposition. Oui, d'accord. En attendant, je garde les choses comme ça. Je fais rien. Merci. Deuxième séance. Monsieur Adami, je ne peux pas parler. S'il vous plaît, vous avez un endroit où il n'y a pas de Wi-Fi, où il n'y a pas de connexion. Monsieur Adami, vous n'imaginez pas, on est tous surveillés. C'est dingue. Non, vous n'avez pas une cave. Moi, je ne parle pas si ce n'est pas dans une cave. Vous êtes d'accord, on descend. Ne dites rien, je vais vous expliquer. Ah, ça y est, on est dans la cave. Ah, chouette. Monsieur Adami, en fait, Steve n'a pas voulu venir. En fait, c'est pas prévu dans le programme. J'ai demandé à Watching en cloud, Coaching aussi. Ils veulent pas qu'ils viennent avec moi. Ils disent que c'est pas prévu dans le programme. Alors, vous pensez bien que je suis surveillé tout le temps. Mais ce que j'ai appris, c'est que quand j'étais à la banque, et sur mon ordinateur qui n'était tout à fait sécurisé, eh bien je suis allé voir. Et vous vous rendez compte, j'ai vu qu'il y avait plein de parents qui étaient dans la même situation que moi, en fait. Tous, on est d'accord, nos enfants sont pris par une secte qui s'appelle Coaching en Cloud. Et moi qui faisais confiance à cette affaire-là. Et alors, le problème, c'est que on se réunit tous en secret, les parents, pour voir un tout petit peu. En fait, c'est dans une cave à vin, oui, d'un des parents restaurateurs. On boit beaucoup, hein, mais monsieur, ça nous fait du bien, vous savez. En fait, pour voir un peu qu'est-ce qu'on va faire par rapport à nos enfants. Et en fait, oui, on a contacté la police. Et le problème, ah oui, mais
C'est ça le problème, monsieur. C'est que quand on a contacté la police, vous savez ce que la police nous a demandé? De mettre une application à télécharger qui surveille toute la surveillance. Nous voilà doublement surveillés. Moi, j'en peux plus, monsieur Adami. Vous allez m'hospitaliser, s'il vous plaît, vite fait, bien fait. En psychiatrie, moi, je m'en fous, je rentre plus chez moi. Fini. Donc, psychiatrie. Toujours monsieur Vandenberg. Bonjour, vous n'avez pas oublié mon nom? Voilà. Donc, chef d'un CIH, Centre d'instruction et d'hébergement, 1000 individus, troupe assez conséquente, vous vous rappelez, division, voilà. Mais donc, cher monsieur Adami, là, ça ne va pas du tout. Ah, ça va pas du tout. Là, je ne sais pas quoi faire. Là, vraiment, là, je ne m'en sors pas. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, 2 tentatives de suicide. J'ai 2 jeunes qui ont fait des tentatives de suicide au sein même du CIH. On ne savait pas quoi faire. Il n'y a pas de famille. On a contacté la famille, on ne sait pas où ils sont. Ils sont en Gandaï, enfin, je ne sais pas, ils boivent. Et donc, d'une certaine manière, on a essayé de voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc, on les a amenés à l'hôpital. Et à l'hôpital, ils ont dit qu'ils ont besoin quand même d'une surveillance constante. Vous pensez bien, nous, on ne peut pas surveiller quand même constamment. Je dis, on est quand même un CIH. Il ne faut quand même pas nous demander de trop. Voilà. Alors, ce qui fait que donc, les instructeurs du côté citoyen ont voulu prendre ces enfants chez eux pour tout le week-end. Mais donc, c'est interdit et pourtant, je ne peux pas faire autrement. Donc là, ça a fait un problème grave parce que Mme Mendeleev, du coup, elle a eu sa voiture qui a été brûlée par aussi des jeunes. On a appelé la police a débarqué, elle est en train de faire une enquête dans mon CIH. Mais vous vous rendez compte, monsieur Adami, je me retrouve dans mon CIH avec et la justice et la psychiatrie, tout à coup. Et donc, vous me conseillez quelque chose? Oui. Un peu de Prozac? Oui. Ça va m'aider à tenir le coup? D'accord. Rien d'autre? Non? Ok. Je vous remercie. Eh bien, mes amis, si je pousse l'absurdité jusqu'au bout, de bannir une des 2 institutions, je pense, c'est mon postulat, c'est que 2 autres institutions vont automatiquement devoir prendre le relais. La justice et la psychiatrie. Il n'y a pas d'autre alternative que d'augmenter d'autres institutions pour pouvoir à un moment contenir quelque chose de ce contact entre les jeunes et les adultes, entre ce quelque chose qui fait crise, dont on ne trouve pas de remède par rapport à ça, que le fait d'y aller, soit par la coercition, soit par la médicalisation absurde. Et pourquoi je fais cette hypothèse? Mais parce qu'on y est déjà. On y est déjà. Aujourd'hui, nos adolescents, soit ils posent des actes qu'on étiquette comme étant des actes délinquants, et que donc, d'une certaine manière, ils sont de plus en plus crescendo dans des actes de plus en plus graves, qui font qu'à un moment, on fait appel à une coercition beaucoup plus importante, soit à un moment, ils sont dans des enjeux de maladie. Jamais on a eu autant de symptômes, jamais on a inventé autant de maladies. C'est pas pour rien que je faisais un clin d'œil tout à l'heure. Autant de maladies, la phobie scolaire, on a inventé un truc qui s'appelle la phobie scolaire. C'est quand même extraordinaire. La phobie scolaire. D'où est-ce que ça sort? Je ne sais pas. Une phobie de l'école. Comme si l'école provoque elle-même une phobie d'elle-même. Avant, donc c'est comme si ces adolescents sont devant l'ordinateur, ils peuvent aller au cinéma, ils peuvent aller partout, mais juste devant l'école, ils font une phobie. Là, elle se déclenche tout à coup devant. Hyperactivité. Waouh, ils sont agités, ils courent dans tous les sens. Leur fonction d'inhibition dans le cerveau ne fonctionne pas. Comme si vraiment on fait autre chose que de les aider quand même à inhiber certaines choses chez eux. Mais ben, dis donc, c'est quand même de plus en plus quelque chose qui est étiqueté du côté de la pathologie et du côté des actes de plus en plus graves. Tous les étés, ici en Belgique, nous avons une école qui est brûlée. Pourquoi nos adolescents brûlent les écoles? Pourquoi les adolescents viennent toucher maintenant au socle de l'école? C'est-à-dire, on ne touche plus au contenu, on ne touche plus aux profs, on ne touche plus à l'institution. On touche à l'institution dans sa constitution, c'est-à-dire les murs, ça veut dire les murs, les choses qui la font fonctionner, pour venir dire quelque chose de caduc par rapport à cette attente du côté de l'école. Eh bien, si à un moment, l'idée, elle est que l'école et la famille ne peuvent pas se passer l'une de l'autre comme dans une garde alternée des enfants, où on est 2 parents, voyons un peu, quand on a 2 parents finalement séparés, comment ça se passe. Soit vous avez, nous autres les psychologues, on sait quand les parents se séparent, pour qu'un enfant puisse aller de l'un à l'autre dans une garde alternée et que ça fonctionne, pour que ça fonctionne, eh bien, on demande aux parents de pouvoir communiquer ensemble. Mais alors si l'école
et la famille, ce sont les deux parents, d'une certaine manière, d'un enfant qui passe de l'un à l'autre de manière alternative, si ça ne communique pas, ils vivent dans une situation un peu schizophrénique. Ça a été dit ce matin, je ne vais pas y revenir. Par contre, quand les enfants passent dans quelque chose qui fait rupture, mais plutôt séparation et lien, c'est-à-dire ils se séparent pour se relier, et puis ils se reséparent pour se relier, puis ils se reséparent, on est véritablement dans l'axe même de ce que c'est l'adolescence. C'est séparer, se relier, se séparer, se relier, tout le temps. Eh bien, cette invitation, en tout cas, à ce qu'il y ait de l'ordre de l'alternance avec quelque chose qui communique et qu'on trouve une bonne communication par rapport à ça, ce n'est pas à vous qu'il faut apprendre comment mettre en place, en tout cas, des communications un peu améliorées du côté de l'école et de la famille. L'idée, au bout du compte, c'est de dire tout simplement qu'aujourd'hui, nos adolescents, ils n'ont plus que l'école comme dernier rempart pour pouvoir, à un moment, se construire. Si ce rempart tombe, si ce rempart ne tient plus le coup, si ce rempart ne les accompagne pas dans ce qu'ils sont en train de vivre concrètement, eh bien, je pense sincèrement que ce qu'il y a derrière ça, c'est quelque chose de l'ordre de deux institutions qui vont devoir prendre le relais, et ces deux institutions-là souffrent déjà d'un encombrement parce qu'ils ne savent pas plus quoi faire avec nos jeunes. Aujourd'hui, nos jeunes, quand ils posent un acte et qu'il faudrait les placer hors de la famille, on n'a plus de place dans les institutions pour les placer. C'est un problème majeur pour tout juge de la jeunesse, un problème majeur. Où mettre un enfant? Dans quelle institution? Il n'y en a plus, tellement on est submergé. Aujourd'hui, les enfants qui viennent en consultation chez le médecin, chez les psys, chez les pédopsychiatres, parce qu'ils sont agités, parce qu'il va falloir leur donner de la rilatine, ou qu'il va falloir leur donner je ne sais pas quoi, pour qu'ils puissent se concentrer. Je n'ai rien contre la rilatine, attention. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a quand même des symptômes qui annoncent qu'il y a quelque chose de difficile et qu'il va falloir qu'on le prenne en compte, et pas uniquement du côté de la maladie à guérir du côté des enfants. C'est peut-être quelque chose de notre institution aussi qui a à accompagner ces adolescents un peu différemment. Et donc, je trouve que la sortie de l'adolescence dans le milieu social pour quitter la famille, eh bien, passe par un apprentissage qui est du côté de l'école, qui doit faire relais. Et dans la communication entre l'école et la famille, il nous faut des traducteurs, et vous avez déjà prévu des traducteurs, puisque dans vos institutions, vous avez des éducateurs, vous avez des agents PMS, vous avez énormément de monde qui sont là pour traduire un langage de part et d'autre. Ça existe, on l'a déjà pensé, il faut juste le faire fructifier. Il faudrait juste tout simplement le repenser dans des dimensions nouvelles avec cet apprentissage nouveau du côté de cette modernité. Je vais terminer avec deux choses. Je vais terminer avec un conte, mais avant de vous raconter ce dernier conte pour vous dire merci de m'avoir écouté, je voudrais juste vous relater 3 réactions en fait, qu'on a devant un stress. Quand la famille et l'école sont en stress, comme vous savez, maintenant c'est la rentrée scolaire bientôt, les écoles sont un petit peu en affaires, les familles aussi. Tout à l'heure, dans une interview, on me demandait de donner des conseils pour les familles. Enfin, je ne sais pas ce qu'il faut donner comme conseil. Enfin, ouais. En fait, devant l'être humain, devant un stress ou devant une situation qui l'agresse, il a 3 types de réactions. En fait, c'est notre cerveau reptilien qui répond à ce moment-là. Donc il n'y a que trois manières de réagir. Et vous allez voir, ces 3 manières de réagir, on les retrouve justement au sein de l'école, la famille et les adolescents. Et je vais les conjuguer, et vous allez voir, on va les retrouver tous, c'est génial d'ailleurs, ça fait un beau tableau à la fin qui regroupe un petit peu tous les symptômes possibles imaginables dans cette interaction famille-école. En fait, il y a 3 réactions possibles devant un stress ou quelque chose qui nous fait peur. La première, c'est tout simplement la fuite. La deuxième, c'est de faire face et de montrer ses biscottos. Et la troisième, c'est faire le mort. Eh bien, voyez-vous, dans ce moment de stress qui fait crise entre l'école et la famille, eh bien, voilà, première réaction qui serait la fuite. Eh bien, voyez-vous, le taux d'absentéisme de nos adolescents à l'école et le fait que tous les médecins, en fait, c'est l'école qui dit à l'adolescent « va chez un médecin, chercher un certificat médical ». Vous n'imaginez pas combien les médecins, soit ils sont complaisants, ça les arrange bien, mais ceux qui sont honnêtes, à un moment, ils en ont marre. Ils disent « mais attends, je ne vais pas te donner un certificat médical, tu n'étais pas malade. C'est juste pour te sauver quand même, pour que tu ne doubles pas ton année, c'est quand même pas possible. » La fuite. Vous voyez, l'absentéisme des profs à un moment. Le fait, à un moment, de ne plus pouvoir supporter la classe, de ne plus supporter ce groupe d'êtres humains, là, qui sont là en effervescence, avec des hormones et des boutons qui poussent de partout. C'est quand même impossible. Eh bien, fuite devant ça.
La fuite du côté des parents. La fuite. Oh, je suis là, je ne suis pas là, je suis occupé, je travaille, moi, qu'est-ce que vous croyez? Vous me donnez un rendez-vous à tel endroit, mais je travaille toujours. Mais monsieur, on a donné un rendez-vous à 9 h du soir. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez qu'à 9 h du soir, moi j'ai fini mon travail? Mais moi je bosse jusqu'à 11h30, minuit. Ah d'accord, mais donc on va vous donner un rendez-vous à 2 h du matin, peut-être? Après avoir mangé, peut-être? Je ne sais pas. La fuite. L'autre réaction qui est montrer ses biscottos et faire face à la situation. Ben, c'est quand même incroyable. Quand vous regardez les adolescents, comment est-ce qu'ils montrent leurs biscottos et ils font face à la situation? Ils arrivent en classe et ils commencent à charrier les profs. Ouais, c'est ça, ouais, qu'est-ce que t'as dit, casse-toi. Non, j'ai dit qu'est-ce que t'as dit, c'est la même chose. Non, c'est pas casse, c'est qu'est-ce que t'as dit, casse-toi. Oui, c'est ça. Eh bien, montrer ses biscottos, rigoler devant tout le monde, essayer de désorganiser le cours, tenter de montrer quand même qu'on est là, qu'on n'a pas peur, qu'on fait face à la situation. Du côté des profs, c'est les profs qui se rigidifient parfois. Bonjour, je suis un prof de maths et je vais vous descendre. Regardez-moi bien ici. Je ne sais pas combien vous êtes ici. Vous êtes 20, il y en a 2 parmi vous juste qui vont passer. 18, je vais les saquer. Si j'entends un souffle, s'il y en a un qui moufte, gare à vous. Mais monsieur, vous êtes prof de maths, mais les mathématiques, c'est le lien, vous savez. Oh, les mathématiques, ça symbolise le lien. Le lien. Oui, les maths, c'est les liens, c'est la relation. La relation. Écoutez, m'emmerdez pas. Hein. Moi, je suis un prof, je donne mon cours de maths et je m'en vais. M'embrouillez pas. Hein. Relation, machin, c'est pas mon truc. Vous voyez? Biscotto. Face à la situation, rigidification parfois des positions. Face à la situation du côté des parents, mais c'est les parents procéduriers. Vous les connaissez pas? Qu'est-ce qu'il t'a mis le prof là? Est-ce qu'il a le droit de faire l'interro alors qu'il t'avait pas prévenu 2 jours à l'avance? Passe-moi ton journal de classe, je vais lui dire moi, ce que je pense. Dans les règlements, c'est dit? Non. Non, il ne pouvait pas te mettre dehors. Non, il ne pouvait pas te mettre dehors. Montre-moi le règlement de l'école. Et je ne suis pas avocat pour rien. Je vais venir dire au directeur ce que je pense quand même de ces règlements d'ordre intérieur qui ne sont pas tenables. Procédure. Décision de conseil de classe, recours. Bonjour, j'ai recours. Aujourd'hui, avant de décider, aujourd'hui, vous tous, hein, quand vous êtes en conseil de classe, je ne sais pas, je me trompe ou tout le monde pense déjà au recours possible. Donc on se dit, en cas de recours, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on sait très bien qu'il y a procédure. C'est les parents procéduriers. Ou alors, la troisième possibilité de faire face à ce stress, c'est faire le mort. Alors là, ça vous connaissez. Hein, ça. Les ados qui ont fumé 3 tafs, histoire de supporter l'après-midi avec le prof, dont on n'en tire rien. Il dit juste, c'est obligatoire d'être à l'école. Hein. Ah oui, mais c'est obligatoire. Hein. Donc je suis là. Je suis là. T'es pas là? Si, je suis là. Mon âme est avec toi. Ou alors, les adolescents qui sont là, en fait, mais complètement absents au fond de la classe, ils dorment à moitié. Il y en a même qui ronflent, qu'à un moment on leur dit « Oh, réveillez votre copain, là, il dort ?» ou « Oui, il dort, hein ?» Ah ben oui. Faire le mort du côté des parents, c'est quand les parents, tout à coup, ils ne sont pas là, quoi. Enfin, je veux dire, ils arrivent, ils dénient. Enfin, je veux dire, on leur dit qu'il y a un problème, ils disent mais non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça n'existe pas. Vous voyez, cette question-là, elle n'est même pas morte, elle n'existe même pas. C'est au-delà de la mort, si vous voulez. Et du côté du prof, c'est le prof qui rentre en classe et qui dit bonjour, faites comme si je n'étais pas là. Si ça, c'est pas faire le mort, je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez, toutes ces réactions combinées, en fait, c'est humain. Mais en fait, on les trouve sous forme symptomatique, d'une certaine manière. Ça fait symptôme aujourd'hui au sein de l'école. Voilà, et je ne voudrais pas vous quitter sans vous conter l'histoire que ma grand-mère me racontait quand j'étais petit, l'histoire de la page blanche. Je ne sais pas si vous la connaissez. Eh bien, comme toutes les bonnes histoires, ça commence par « Il était une fois ». Il était une fois l'histoire d'un homme illettré, d'un homme qui ne savait ni lire ni écrire. Cet homme-là, tout simplement, il était peintre. Il était peintre arabesque. Il montait sur des grands monuments pour les peindre. Et il mettait des arabesques sur ces grands monuments. Et oui, il peignait des mosquées, des madrasas, des monuments publics, des églises, des centres un peu particuliers, avec des designs particuliers. Et en fait, il adorait son métier. Et il se fait que
à un moment, un jour, alors qu'il était juché sur son échelle en train de peindre, eh bien, d'un coup de brosse, il s'est rendu compte que, d'une manière magique, sans se rendre compte, il y avait des signes qui apparaissaient par ce coup de brosse qu'il donnait. Des signes qui apparaissaient comme si c'était des écritures venues d'un ailleurs dont il ne comprenait pas d'où ça venait. Des signes qui faisaient... il décollait vers le haut, vers le bas, à gauche, à droite. Et tout à coup, ces signes étaient tellement bizarres et indéchiffrables pour lui, mais il était persuadé qu'il y avait une écriture qui émanait de sa main sans qu'il se rende compte. Bien sûr, quand il terminait ses ouvrages, il avait toujours un petit peu de bleu pour faire juste sa petite signature de la main de Fatma, juste pour dire, déjouer le mauvais œil sur le beau monument qu'il vient de peindre. Eh bien, ces signes sortaient de partout. Et il y a même des moments où, en fait, il était tellement subjugué par ces signes qui apparaissaient qu'à un moment, il en rêvait. Il était tellement en rêve devant ces signes. Eh bien, les passants passaient de temps en temps par là, lui disant « Hé, réveille-toi, sors de ton rêve, là, tu es sur une échelle, tu risques de tomber. » Notre bonhomme, quand il rentrait chez lui, avec tous ces signes qui lui venaient en tête, il dormait la nuit et il rêvait. Et ses rêves lui disaient, ces signes qui se mettaient à danser, à chanter et à l'appeler en lui disant « Vas-y, tu viens à notre rencontre, il va falloir que tu déchiffres, il faut que tu apprennes ce qu'on veut dire. Nous, on est là pour t'appeler à apprendre, viens déchiffrer. » Notre bonhomme s'est décidé de déchiffrer ces signes, et donc il a appris à lire et à écrire. Il fallait s'y faire, on s'y fit. Après avoir appris à lire et à écrire, il a commencé à dévorer les livres comme un lion sur une proie. Il lisait, il a constitué une petite bibliothèque, et il adorait tomber sur des manuscrits de sages. Et un jour, alors qu'il était tranquille avec un manuscrit d'un sage, d'un temps très 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 ancien, il dévorait ce livre, un livre de sagesse qui parle de la vie, de la mort, de l'amour, du rapport à l'autre, des hommes, des femmes, des animaux, du monde végétal. Il parlait un petit peu de tout, de la vie, et puis tout à coup, il tombe sur une page blanche. Il était persuadé que le sage, certainement, avait une intention derrière ça. Pourquoi une page blanche? C'est pour m'aider à réfléchir ou à tenter un petit peu de... Et il essayait de comprendre pourquoi il y a une page blanche en plein milieu de ce livre de sagesse. Alors que le livre continue par la suite. C'est juste une page, comme ça, au milieu, perdue de nulle part, où il n'y a rien. Alors il s'est dit, peut-être que le sage m'invite à un moment d'imaginer moi-même ce qu'il peut y avoir sur cette page blanche. Et donc l'histoire raconte qu'il s'est décidé peut-être d'écrire quelque chose sur cette page, lui qui a appris à lire et à écrire. Mais il s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'il essayait d'écrire quelque chose, il n'était pas à la hauteur de ce sage qui le précédait depuis tellement longtemps et qui avait des mots tellement savants et intéressants, qu'il s'est décidé tout simplement de faire des essais. Et il est revenu sur ces monuments avec sa peinture. Et dans ces monuments, avec sa peinture, tout à coup, il donnait des coups de pinceau, et de ces coups de pinceau apparaissaient des écritures qu'il essayait de déchiffrer. Et il s'est rendu compte que petit à petit, finalement, ce qu'il mettait sur les monuments était une écriture qui n'appartenait qu'à lui dans son interprétation. Ce savoir-là lui a appartenu depuis toujours. Il ne l'a transmis qu'à un de ses enfants. À cet enfant-là, quand il a grandi, il lui est arrivé une histoire de dingue. Mais ça sera peut-être pour une autre fois. Merci à tout le monde.